Je suis où? PES 2011, Oscillation sur YMCK et le Money Shot que tout le monde connaît. Money Shot, s'il te plaît. J'ai dit quoi? Le Money Shot. Oui, gros. Bien sûr, Alex. Je n'aurais pas fait cette erreur à l'antenne. Ça tourne. Bah, je crois que ça y est, on a notre plateau alors. À moins qu'il y ait les news à dire après derrière. Allez, les news. Pour clore les news consacrées au Tokyo Game Show, voici un tour succinct du stand Square Enix qui, rappelons-le, n'autorise toujours pas les journalistes à filmer les écrans de présentation depuis presque 10 ans maintenant. En tout cas, outre les titres Eidos, on trouvait surtout des jeux maison, avec une écrasante majorité de RPG, évidemment. Le succès du Monster Hunter de Capcom sur PSP a l'air de bien énerver Square Enix, qui a décidé de contre-attaquer cet hiver avec Lords of Arcana. Action RPG jouable en multi et aux personnages customisables, ce dernier a l'air tout de même différent du rival Capcom. En effet, les phases de combat se déroulent dans des arènes fermées et l'accent est davantage donné à la vitesse et aux combos spectaculaires. Quant aux phases d'exploration, il s'agira surtout de se balader dans des donjons, de récupérer des trésors et de taper du monstre. Encore un énième remake chez Square Enix avec Saga 3, plus connu sous le nom de Final Fantasy Legends aux US. Ce RPG au tour par tour, qui mêle SF et fantasy, devrait sortir sur DS en janvier 2011, 20 ans tout juste après l'original. L'originalité du titre, justement, venait du fait que l'on pouvait changer de classe juste en mangeant de la viande de monstre ou en customisant les cyborgs. Depuis l'acquisition d'Eidos, Square Enix essaye de se diversifier en proposant des jeux spécialement pour le marché occidental, qui sont souvent réalisés par de petits studios. Mindjack fait partie de cela. Ce third-person shooter propose d'infiltrer l'esprit des gens ou des machines, puis de prendre possession de leur corps à la manière de Geist, par exemple. Parsemé de blagues potaches, le titre sera évidemment jouable en multi. Au rayon remake, n'oublions pas Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Recoded sur DS est en effet un remake amélioré de Kingdom Hearts Coded, uniquement sorti sur téléphone au Japon. Le problème avec Kingdom Hearts, c'est que quand on loupe un épisode, on ne comprend plus rien à l'histoire. Du coup, les joueurs occidentaux étaient bien embêtés. Dans ce titre en 3D qui mêle action et puzzle game, Sora aura pour mission de réparer les bugs survenus dans le journal de bord de Jiminy Cricket. On retrouvera le cast habituel, Nomura au design et Shimomura aux musiques, dans ce jeu qui sert d'apéritif en attendant Kingdom Hearts 3. Toujours dans les remakes, c'est celui de Tactics Ogre qui va pointer le bout de son nez sur PSP. Il s'agira du remake de l'épisode sorti d'abord sur Super Famicom en 1995. Ce tactical RPG mythique était un des premiers travaux de Yoshida Akihiko au poste de character designer, dont on retrouvera la célèbre palette beige et sépia sur des titres comme Vagrant Story, FF Tactics ou encore FF12. Attendu par les fans depuis des années, Parasite Eve a enfin droit à son 3e épisode, intitulé The Third Birthday. Cet action RPG horrifique, sorti dans les années 90 sur PlayStation, avait séduit grâce à son ambiance et son scénario. Ce 3e épisode, qui était prévu sur téléphone, atterrit finalement sur PSP et place toujours le joueur dans la peau d'Aya Brea, qui devra lutter contre des créatures mutantes à New York. Le jeu le plus attendu du stand était évidemment Final Fantasy XIV Online, qui allait pourtant être disponible quelques jours plus tard. Comme dans le 11e épisode, on pourra créer son personnage, mais le système d'expérience sera quant à lui différent. On se focalisera désormais davantage sur les armes et équipements qui conditionneront la manière dont le joueur évoluera. De même, le système de progression se rapprochera de celui de Final Fantasy II.
On retrouvera aussi différentes classes, races au gameplay différent. Si la version PC est disponible, il faudra attendre encore quelques mois pour la version PS3. Les fans de Uematsu Nobuo seront aux anges puisque c'est lui qui signe la bande originale. Au final, pas de grands changements par rapport aux années précédentes, des RPG, des RPG et des remakes pour financer les gros projets. やっぱりスクエニさんは期待を裏切らないです。素晴らしいです。ということで、あんちゃんはスクエニで一体どんなゲームを選んでプレイしたんでしょうか。あんちゃん、続きをよろしく。 Voilà, donc là c'est la suite de Dissidia, on retrouve des nouveaux héros dedans, donc comme Lightning de FF13. On commence tout de suite. Donc Dissidia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de baston dans un univers en 3D avec les personnages de Final Fantasy, donc les boss et les héros. Et c'est sur PSP, donc ça charge. Et donc le but du jeu, c'est casser la défense de son ennemi pour lui asséner des coups, parce que sinon si on le tape juste comme ça marche pas. Et après il y a des jauges de courage, machin et tout, enfin c'est tout plein de trucs tactiques à apprendre. Je ne me rappelle plus comment on joue, mais je vais y arriver. Mais ça fait partie des jeux investissement financier, on va dire. C'est le truc de l'argent, on va acheter le jeu et on sait qu'on en a pour 80 heures à peu près. Voilà. Je pense que voilà, les fans vont retrouver exactement la même chose que dans le premier épisode. Enfin, pour l'instant, ça se ressemble de toute façon. Est-ce que je vais gagner? Voilà, bon là j'ai gagné, mais en même temps c'est les premiers stages, donc c'est assez facile. Donc voilà, c'est vraiment du jeu de baston dans un univers en 3D. On déplace son personnage, ça vole dans tous les sens, ça saute dans tous les sens, etc. Et on collectionne beaucoup. Les fans de minigames vont pouvoir se régaler sur Wii à partir du 8 octobre prochain. C'est en effet la date à laquelle sortira Wii Party, un jeu Nintendo réunissant pas moins de 80 mini-jeux. Vendu un peu moins de 50 €, le jeu comprendra d'ailleurs une Wiimote, histoire de pouvoir compléter sa team de 4 joueurs sans trop de difficultés. L'une des particularités de ce titre est d'utiliser les manettes elles-mêmes comme un élément de gameplay. Il sera par exemple possible de les planquer, l'objectif étant de retrouver une manette dans le temps imparti, ou encore de la passer de main en main sans la secouer. Les Mii seront bien sûr présents et des parties en duo seront proposées, histoire de rapprocher les couples, ou au contraire de les faire exploser. Bien évidemment, ultra grand public, Wii Party fera l'objet d'une critique à l'antenne, histoire de déterminer si oui ou non il possède le potentiel ludique et la durée de vie quasi infinie d'un Wii Sports ou d'un Wii Sports Resort. Et pour compléter en beauté la fin de notre couverture du TGS 2010 dans les news 100%, une annonce récente qui fera plaisir à de nombreux fans de Michel Ancel et de son jeu Beyond Good and Evil. Sorti à l'époque sur PlayStation 2, sa réédition en version HD 1080p a en effet été confirmée sur PlayStation Network et Xbox Live Arcade. Une excellente façon de redécouvrir ou de découvrir ce jeu d'aventure atypique et encore trop méconnu, qui mettait en scène un reporter photo appelé Jade. Sorti en 2003, Beyond Good and Evil avait su séduire la critique sans pour autant trouver son public, ce qui est vraiment dommage. Influencé par le Porco Rosso de Miyazaki, il se distinguait par un univers haut en couleurs, des personnages attachants, ainsi qu'un gameplay protéiforme mêlant action, infiltration, puzzle, enquête et pilotage. Cette nouvelle version HD proposera aussi une bande-son remasterisée, la possibilité de jouer en ligne, sans oublier les habituels trophées et autres succès des consoles HD. Bon, la critique de jeu, tout le monde l'attend, c'est PES 2011. On se demande bien quel est le plus fort cette année entre le FIFA et le PES. On verra ça en fin de semaine, car cette semaine, il y aura les deux Tu tests. veux pas dire entre FIFA et PES? Mais si, je voudrais le dire, mais j'attends que tu réagisses pour ça. Allez, je recommence du coup, rien que pour faire plaisir. Par rapport à quoi? Moi, tu sais, on va pas faire ça toute l'année, hein. Trois ans. Voilà 3 longues années que les membres de la Football Tribe de Konami rongent leurs freins, autant dire une éternité dans le foot virtuel. L'an passé, l'éditeur japonais s'était attardé sur la forme, prouvant avec le moteur graphique de PES 2010 que les rudiments du développement sur les consoles actuelles commençaient à être maîtrisés. L'excuse du douloureux passage à la HD ne tient donc plus et, pour PES 2011, les espoirs d'un remaniement de fond se révèlent plus que jamais légitimes. Et devinez quoi? Ça tombe plutôt bien puisque c'est ce que l'on nous promet ici.
Engineered for Freedom, c'est sur ces quelques mots que Pro Evolution Soccer 2011 base son renouveau. Si vous avez suivi un tant soit peu le développement du dernier rejeton de Shingo Shibas Takatsuka, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ne sont pas là uniquement pour l'effet d'annonce. En effet, les répercussions sont immédiates manette en main, et en lieu et place des passes et frappes téléguidées de PES 2010, on se retrouve ici avec un système revu de fond en comble. Concrètement, cela se traduit par l'apparition d'une prise en main moins assistée, qui fera la part belle aux joueurs prônant la créativité et le collectif. Naturellement, le premier contact sera rude pour les habitués de la saga. Non pas à cause de la nouvelle interface dopée au drag and drop, mais bien car le gameplay semble de prime abord bien différent de ce que l'on avait connu. Les passes n'arrivent pas, le ballon s'envole, les sorties de jeu se multiplient. Autant vous prévenir, ce ne sont pas ces quelques loupés qui doivent vous décourager. Car en vérité, cette refonte n'est pas aussi révolutionnaire qu'elle le laisse entendre et quelques parties seulement suffiront pour trouver ses marques. Bien conscients qu'il serait suicidaire de se mettre à dos les fanatiques de leur franchise, les ingénieurs de KCET se sont évertués à régler le jeu de sorte à ce que nous soyons discrètement pris par la main. On ne voit pas comment expliquer autrement ce système, qui est à la fois tatillon sur des actions anodines et permissif sur des ouvertures plus longues et donc théoriquement plus compliqué à réaliser. Du coup, on s'y retrouve en tant qu'habitué et on constate que l'essentiel est là. PES 2011 s'est débarrassé de ces vieilles phases stéréotypées et renoue par le sentiment de liberté qu'il procure dans la construction du jeu, avec de très bonnes sensations que l'on pensait oublier. Pour davantage d'authenticité, les développeurs nous obligent ici à composer avec d'autres paramètres que la prise en main. La jauge repositionnée sous nos sportifs pourrait par exemple laisser croire que le dosage des passes est primordial pour s'assurer d'un jeu collectif de qualité, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement faux. Mais se dépêtrer d'un pressing, s'ouvrir le bon angle et prendre le temps de jouer avec son pied fort sont en réalité bien plus essentiels pour transmettre proprement le ballon. Le gameplay autrefois automatisé mise désormais sur la patience et l'application, autant dire qu'il en ressort grandi. Présenté de la sorte, on pourrait croire que Pro Evolution Soccer s'est repositionné sur la voie royale. Mais tout comme la mutinerie de Knisna ne s'oubliera pas en un changement de sélectionneur, de ses erreurs de parcours, la série garde des stigmates assez problématiques dès lors que l'on prétend parler de simulation. Même en mettant les mains dans le cambouis et en jouant sur les sliders introduits l'an passé, il ne faut pas s'attendre ici à produire un football alléchant comme celui de la PEP Team. PES 2011 a beau proposer un système de passe ravageur, à cause de son intelligence tactique au ras des pâquerettes, il est difficile de faire vivre convenablement le ballon. N'attendez pas des habituels dévoreurs d'espace qu'ils aillent s'engouffrer dans les brèches de la défense adverse, que les latéraux apportent un soutien offensif et plus généralement que la notion même de bloc équipe se montre satisfaisante. À cause de coéquipiers rarement dans le bon tempo, PES 2011 empêche purement et simplement la pratique d'un football de haut niveau. Plutôt que de nous proposer des ajouts futiles comme l'atroce système de penalty ou le mode entraîneur et sa gestion du management qui permettent d'imprimer une stratégie en fonction du score et des périodes traversées, on aurait préféré que les efforts du développeur se concentrent sur ces carences déjà soulevées par le passé. Même constat pour la gestion ultra-light des duels au corps à corps. Konami devrait vraiment s'inspirer de FIFA tant son moteur physique fait des merveilles dans le domaine. Néanmoins, tout n'est pas à mettre sur le dos des joueurs. Ceux-ci ont d'ailleurs beau jouer avec le frein à main, on ne leur retirera pas le fait qu'ils se montrent par leur patience du placement et un sens de l'anticipation affûté, la plupart du temps intraitables dans la défense au sol. Même le système de création de feinte, qui nous permet d'enchaîner 4 dribbles en pressant autant de fois la même direction du stick droit, n'a pas semblé les inquiéter outre mesure. Dans un sens, tant mieux. Un des gros regrets de ce PES 2011 vient de sa trop grande vitesse. Un défaut qui aurait pu ne pas en être un, puisqu'il est désormais possible d'accélérer ou ralentir le rythme du jeu à tout moment dans le menu de pause. Mais sur les 5 réglages proposés, aucun n'a su, à notre sens, proposer de compromis satisfaisant. Dans la configuration de base, l'impression de jouer avec un ballon de plage se fait sentir par moments, ce qui est plutôt regrettable tant la physique de balle s'avérait excellente autrefois. Avec des défenses retrouvées, il était légitime de penser que les actions de but tout fait allaient disparaître du pré. Mais comme nous l'avons souligné un peu plus tôt, ce sont surtout dans le jeu à terre que les améliorations se font sentir. Contre l'IA, la nouvelle phase à la mode est de déborder sur une aile et de bien y ajuster un centre. Souvent tendus et précis, ces derniers constitueront une menace abusivement dangereuse. Et parce qu'il s'agit d'une technique certifiée craquée, le défenseur chargé de s'occuper de votre passeur ne fera jamais l'effort de vous presser, ni de tendre la jambe pour vous contrer. De quoi perdre quelques points sur l'échelle de la simulation et du réalisme. Hormis ce petit défaut qui peut coûter cher, les portiers n'usurpent pas leur appellation de dernier rempart et font preuve de réflexes étonnants sur leur ligne. En termes de contenu, PES 2011 ne prétend naturellement pas rivaliser avec la série DA, réalité économique oblige. Cela dit, le titre fait preuve de réels efforts en intégrant par exemple la Copa Libertadores et ses clubs sud-américains ou en nous offrant enfin le retour de clubs allemands via la présence du Bayern de Munich et du Werder Brême. Malgré l'absence cette année encore de la Bundesliga, les amoureux du foot germanique auront un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Pas de miracle en revanche du côté de la Premier League, seuls Manchester United et les Spurs de Tottenham bénéficient de leurs équipements officiels. Côté mode de jeu, on retiendra surtout la Master League Online, l'évolution en ligne de l'emblématique mode carrière de la série.
Longtemps fantasmée à une époque où l'on trimballait encore sa compo fétiche dans une carte mémoire, elle permettra donc de juger dans des compétitions et matchs dédiés de nos compétences d'entraîneur-joueur face à des adversaires humains. Plus que notre habileté sur le rectangle vert, l'aspect financier jouera un rôle prépondérant dans la gestion de notre club fétiche, puisque l'on devra s'acquitter de frais de participation proportionnels à la qualité de notre effectif pour pouvoir jouer. Il faudra donc soigneusement peser le pour et le contre avant de casser sa tirelire pour s'offrir Léo Messi, sous peine de se retrouver bêtement dans le rouge. La gestion des transferts est soumise, elle, à une logique de demande. Si tout le monde a eu l'idée d'acheter le même joueur, vous pouvez être sûr que son prix de vente gonflera en conséquence. Recruter un jeune footballeur vraiment prometteur ou un vieux briscard pour une dernière pige s'avérera peut-être plus judicieux. Au niveau de la réalisation, les hommes de Sibas démontrent encore une fois leur supériorité sur FIFA. Les habituels laissés pour compte, comme les joueurs de l'Olympique de Marseille, ont même eu droit à une attention particulière du staff de Konami. Voilà de quoi renforcer sensiblement l'immersion des amateurs de Ligue 1 Orange que nous sommes. Du côté de l'animation, le constat est assez similaire puisque la simulation japonaise s'avère bien plus crédible dans sa décomposition des mouvements. Il est vrai que les adeptes du jeu d'Electronic Arts pourront vanter une gestuelle plus riche et des joueurs plus crédibles dans leur attitude. Ce à quoi on leur répondra que nous ne sommes pas adeptes de ballets calés dans le fondement. En revanche, sur l'ambiance sonore, FIFA 11 peut être sûr de conserver son avantage pour les 12 prochains mois. Pouvait-il en être autrement en faisant confiance au duo, déjà hors du coup l'an passé, composé de Grégoire Margoton et Christophe Dugarry? Oh, énorme occasion! C'est beau! Oh, le but! Le geste parfait! Faire appel à un des meilleurs consultants français pour ce résultat, comme on dirait dans les travées du Vélodrome, c'est du gâchis. Le chantier Pro Evolution Soccer est sur la voie de la finalisation au vu de ce millésime 2011. Contrairement aux précédentes années où l'on ne voyait pas vraiment quelle direction voulait emprunter la série, la petite révolution à laquelle nous avons droit ici établit une assise assez solide sur laquelle il va désormais falloir continuer à construire. Réellement plaisant à jouer grâce à son système de passe particulièrement souple, PES souffre malheureusement de carences tactiques pénibles, contrairement à ce que l'on peut voir chez la concurrence. Malgré de sérieux atouts à faire valoir, le dernier né des studios KCET ne parvient pas à convaincre totalement d'un strict point de vue footballistique. Au vu du retard accumulé ces dernières années, cette renaissance prend néanmoins la forme d'une prouesse remarquable qui nous a sincèrement redonné foi en la série. Bah oui, je sais ce que c'est YMCK. Ouais, moi je sais pas ce que tu sais ou pas. Bah moi non plus, je sais pas ce que je sais ou pas, ça dépend des heures. Bon, alors c'est une phrase énervante que je connais pas. Non, pas du tout. Ah bon. Mais on peut en faire une... non, bah non. Ah non. Non, YMCK Oscillation, c'est le spécial oscillation du mois, c'est ça, du mois, car c'est sur un groupe japonais, non pas sur des musiques de jeux vidéo, cette fois-ci. Et donc c'est sur YMCK que vous connaissez forcément bien, car depuis que No Life est né, nous diffusons leurs clips qui sont formidables en 8 bits et en pixel art. Bonjour et bienvenue dans le premier Oscillation J de la saison. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'écouter d'un peu plus près 2 morceaux issus du premier album officiel de YMCK, une formation spécialisée dans la musique chiptune. Leur véritable premier album, également nommé Family Music, était autoproduit sur des CDR dès 2003. Le nom du groupe, YMCK, fait référence au terme CMYK, un procédé de l'imprimerie qui reproduit un très large spectre de couleurs à partir de 4 teintes de base. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer aussi une forte ressemblance à YMCA, célèbre chanson des Village People. Les membres du groupe se partagent très bien le travail. Kurihara Midori est au chant, Takeshi Yokimura compose la musique et les paroles et s'occupe de l'arrangement, et Tomoyuki Nakamura crée les clips colorés et joyeux comme on les connaît bien. Écoutons ensemble Magical 8-Bit Tour, le premier morceau de l'album Family Music. Dès le premier coup d'oreille, on entend clairement les influences que puise le groupe dans le jazz. Les indicateurs les plus sûrs sont l'utilisation d'une walking bass, basse très régulière, ainsi que le rythme typique joué au ballet sur la caisse claire.
Les différentes lignes chiptune reprennent le rôle des instruments d'une formation jazz, comme ceux d'un piano et d'un instrument mélodique, tel un saxophone ou une trompette. Les voix ont également un rôle accompagnateur en chantant des onomatopées comme doudoudou ou shabada, un outil musical très récurrent dans le jazz vocal. Les harmonies du morceau sont assez simples, mais prennent très clairement leur origine dans les structures jazz. Des éléments extérieurs viennent se mélanger aux influences jazz, comme l'utilisation de bruitage ou encore la mélodie très enfantine, aussi due au timbre de la voix de Midori. La progression rythmique du morceau est parfaitement régulière, bien qu'elle contienne beaucoup de contretemps. Mais même les solos, malgré leur virtuosité, semblent être joués avec un métronome. Cette uniformité rythmique a une raison parfaitement cohérente. Sans elle, le caractère chiptune et enfantin se trouverait très diminué, voire disparaîtrait complètement. Écoutons maintenant Tetro Minen, un autre titre de l'album Family Music. Nous y trouvons un grand nombre de bruitages ainsi qu'une basse clairement inspirée du rock'n'roll. Le caractère jazz disparaît ici malgré les bribes d'une walking bass et d'un rythme à la caisse claire pour laisser la place à une musique plus décomposée harmoniquement aux progressions assez surprenantes. Ce qui paraît très étonnant, c'est que le morceau fait clairement référence à la Russie, pays d'origine du jeu Tetris, mais la musique ne présente aucune sonorité slave. Au lieu de cela, les progressions mélodiques sonnent clairement orientales. S'agirait-il ici d'un malentendu musical? Ou le groupe avait-il une raison de lier ces deux univers? Pour terminer, et juste pour le plaisir, j'aimerais vous faire écouter un troisième morceau de YMCK, extrait de leur tout dernier album Family Cooking. Beaucoup plus inspiré par le rock, il parle d'un plat typique bien particulier. Oishi yo! Alors, dans l'avion, je me suis regardé Karate Kid. Oh ouais, avec le un nouveau noir. Et l'ancien. Et alors là, Ah, j'ai kiffé. Hein. t'as préféré le nouveau ou l'ancien? Eh ben, j'aime bien les deux en fait. Ah.
Il y a plus de cascades dans le Dans le nouveau. nouveau, tu savais que c'est le fils de Will Smith qui joue. Bah oui, je le savais. Ouais, moi, je savais pas. J'ai regardé après sur Wikipédia. Alors il fait quoi? Il nettoie les voitures ou il fait autre chose? Je vais pas trop spoiler, mais il nettoie pas les bagnoles, mais il fait un truc. Il fait un pareil, truc quand même. Et à la fin, il qui se rend compte qu'il a appris le kung-fu sans le savoir. Oh putain, comment c'est magique la vie. Non? Non, le film est magique. Moi j'aimerais la bien vie, sur je sais After, pas. tu fais des trucs et puis t'as appris After. Comme par magie. Bon, c'est pas tout ça, mais on raconte notre vie. Non, mais je parlais de cinéma parce que maintenant c'est Money Shot. Ah ouais! Ouais, je suis Ah, il est trop professionnel. dedans, il a beau être malade, Alex, il est trop dedans. Money Shot, voilà, c'est l'émission de cinéma de bande-annonce qui vont sortir sur No Life maintenant tout de suite, mais pour les films à venir prochainement. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les extraterrestres s'invitent sur Terre dans Monsters et Skyline. Monsters est un petit film qui fait parler de lui depuis plusieurs mois en écumant les festivals à travers le monde. Il avait même été très remarqué au marché du film lors du Festival de Cannes cette année. Réalisé avec très peu de moyens par Gareth Edwards, qui signe ici son premier long métrage, Monsters ne raconte pas l'histoire d'extraterrestres belliqueux qui viennent envahir notre belle planète bleue, mais plutôt une histoire d'amour intimiste sur fond d'attaque de monstres, comme l'indique si bien le titre. Le film se passe au Mexique 6 ans après la chute d'une sonde spatiale américaine. Celle-ci contenait des cellules extraterrestres qui se sont développées suite au crash. À cause de la prolifération, le Mexique est mis en quarantaine. C'est dans ce contexte qu'un journaliste est embauché par un homme pour rapatrier sa fille qui se trouve dans cette zone isolée. Malheureusement, une forme de vie gigantesque et monstrueuse s'est développée. Monsters est souvent comparé à Thor, à District 9, du fait de son approche atypique de la thématique alien. Le film de Neil Blomkamp s'apparentait à un documentaire se muant peu à peu en pur film de SF aux scènes d'action hyper nerveuses. Alors que celui de Gareth Edwards est plutôt un film intimiste avec de rares apparitions de monstres jouant plus sur la suggestion. Interprété par des acteurs quasi inconnus à part Whitney Able que l'on a pu voir dans le fabuleux All the Boys Love Mandy Lane, Monsters a le potentiel pour être une excellente surprise. Le bouche à oreille très positif rend d'autant plus confiant sur la qualité du film. Il n'y a plus qu'à attendre la confirmation lors de sa sortie en salle le 1er décembre. All I want is to get back to America. I'm just asking you to help me out here. Very difficult journey, very risky, very dangerous. You have the money, just take the risk. Look at this! What'd you find, Cortez? What is that? Look at all these people. Skyline est le nouveau film des frères Colin et Greg Strause, connus pour avoir commis Alien vs Predator Requiem. L'histoire est celle d'une énième attaque extraterrestre. Les capitales et mégalopoles mondiales voient l'apparition d'intenses lumières bleues venant du ciel annonçant l'arrivée de vaisseaux aliens. Très rapidement, ces vaisseaux semblent hostiles et commencent à enlever les humains se trouvant à proximité. Quelles sont leurs intentions? Veulent-ils éradiquer l'espèce humaine ou la sauver? Bon, il est clair que le pitch n'est pas vraiment original et le passif des réalisateurs ne donne pas furieusement envie. D'autant plus que les frères Strause viennent du monde des effets spéciaux et ont aussi travaillé sur la production design d'un autre film d'invasion extraterrestre, possédant à peu près le même contexte, Battle Los Angeles de Jonathan Liebesman, prévu pour avril 2011. Sony, le distributeur de Battle Los Angeles, a d'ailleurs accusé les frères Strause d'avoir repris des concepts visuels pour les intégrer à leur propre film. Skyline est donc très mal parti pour susciter un réel enthousiasme et ce n'est pas vraiment cette bande-annonce qui va pouvoir nous rassurer. Espérons que ces mauvaises impressions ne se transforment pas en certitude lors de la sortie du film calé pour le 15 décembre.
morning already. What is that? What happened? It just disappeared. My God. Reports are coming in. Every major city in the world is experiencing the same encounter. They're everywhere. The further we get out of the city, the better off we are. He's right. We have no idea what they're capable of. Don't you get it? We're at war. Once you look, it grabs hold. Pour finir l'émission, on change de registre avec le teaser du nouveau film des frères Cohen, True Grit, le remake du film 100 $ pour un shérif qui avait permis à John Wayne d'obtenir un Oscar. Mais on en reparlera plus longuement dans un prochain Money Shot. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. True Grit. What's your name, girl? My name is Maddie Ross. In the darkness as black as the sea. Though I walk through the valley of the shadow of death, And I cried, oh Lord, I shall fear no one. take my hand, let me stand where no one stands alone. I will avenge Papa's death. Je cherche une table à repasser désespérément. On a passé une super semaine avec vous, sauf qu'on est lundi. Et en même temps, c'est pas grave parce que la semaine va être super longue, parce que le lundi, on croit que c'est fini. Bah non, ça ne fait que commencer, on croit que c'est fini. Enfin, on voudrait que ce soit fini, mais quoi qu'il arrive, ça va être long. Et vous allez voir, on va bien se faire chier cette semaine. Parce qu'il n'y a que du sport sur No Life, en plus.